Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Chin chin. Ça fait longtemps que l'eau est dans la bouteille, je crois. Berk. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui devrait sortir plus ou moins en même temps qu'une des vidéos de Nadia de la chaîne Madame rêve encore de livres. Je sais pas si vous connaissez Nadia, je vous mets bien évidemment la chaîne ici ou ici, en barre d'infos, en commentaire, blablabla. Vous savez, vous retrouverez forcément Nadia quelque part. Nadia m'a écrit au moment où j'ai sorti la vidéo sur Augustin Trapenard. Enfin, on se parle entre autres avec Nadia, on se parle déjà en dehors de ça. Et elle m'a demandé si ça me plairait de faire une vidéo où on s'échange nos coups de cœur, on a échangé nos livres favoris. Elle m'a donc conseillé 3 livres qu'elle a beaucoup aimés, et moi je lui en conseille 3 que j'ai beaucoup aimés. Pour ma part, je lui ai conseillé Just Kids de Patti Smith, un roman de Laurent Mauvigné au choix, et un roman de Chantal Thomas. Je pense qu'elle va lire Souvenir de la marée basse, mais je ne suis pas sûr non plus. Donc voilà, Mauvigné, Chantal Thomas et Patti Smith, 3 de mes auteurs favoris. Et elle m'a conseillé de lire Les Caves du Vatican de André Gide, que j'ai dans cette vieille édition. Je pense qu'en termes de confort de lecture, c'est pas le mieux, mais j'ai vu pire. Au moins le livre déjà ne tombe pas dans mes mains à la lecture. Donc je n'ai aucune fiche idée de quoi ça parle. On va peut-être regarder, parce que moi j'ai dit oui, ok, pas de souci. Paru en 1914, l'auteur l'a classé comme sotti, déclarant plus tard que son unique roman était Les Faux-monnayeurs. Je sais même pas ce que ça veut dire sotti. Une pièce politique ou d'actualité. Ce récit décousu croise et oppose intrigue et personnages. Oula. Ce livre est réputé pour son intrigue particulièrement embrouillée. Ça fait déjà 2 fois qu'on me dit que c'est embrouillé. Hein. Ça a l'air très compliqué. Il y a plusieurs livres dans le livre. 5e livre. Je crois qu'il y a 5 livres au total. Oui, je vois ça. Bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me fait un peu peur, mais bon. Si c'est trop compliqué avec cette édition, je prendrai bien évidemment un e-book, car le roman est assez vieux pour que je puisse le trouver. Elle m'a conseillé, et ça je suis trop content, Le 4e mur de Sorge Chalandon, car c'est un roman qui me faisait mais tellement envie depuis super longtemps. J'avais très envie de le lire, donc ça c'est trop cool, je vais pouvoir le lire. En vrai j'ai déjà commencé, il me reste plus que 100 pages, même pas, 60 pages à lire. J'ai commencé ce matin, j'ai oublié de tourner l'intro du vlog, donc voilà. Mais je vous en parle ce soir à mon avis, parce que là je vais le terminer. Et elle m'a également conseillé, on est plutôt dans de la littérature assez classique, hein, vous voyez. Gide, Chalandon, classique contemporain, plutôt contemporain que classique d'ailleurs, et un roman de, je ne sais pas comment il s'appelle, Hermann Hesse, j'imagine qu'il est allemand, tout à fait il est allemand, donc Hermann Hesse, Le Loup des Steppes. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est un roman culte dans le mouvement, la mouvance hippie, et on va être avec un jeune homme qui s'appelle Harry, et qui est tiraillé entre un besoin d'isolement, de solitude, de sauvagerie, d'où le nom Le Loup des Steppes, et en même temps sa volonté d'intégrer la société bourgeoise. Je ne connais pas ce roman, vraiment, je suis honnête avec vous, je pense que c'est un roman assez classique de la littérature allemande du XXe siècle, je dirais, 1927, c'est ça, du XXe siècle. Je ne connais pas du tout ce roman, et pourtant, rien que ce court résumé me donne très envie. Donc là, je finis Sorge Chalandon ce soir, et puis au reste de la semaine, on se retrouvera quand j'aurai lu un peu plus de Loup des Steppes, ou alors des Caves du Vatican. Bref, on se retrouve plus tard. Je suis un peu dégoûté, on se retrouve quand même plusieurs jours plus tard. J'ai perdu mes cheveux entre temps. J'ai supprimé tous mes rushs où je parlais du 4e mur de Sorge Chalandon, alors que j'avais vraiment documenté ma lecture et que j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Enfin, je l'ai toujours beaucoup aimé d'ailleurs. Je suis très content que Nadia me fait lire ce livre de Sorge Chalandon, d'avoir découvert la plume de Sorge Chalandon. Et figurez-vous qu'en faisant du rangement hier, dans mon chariot de lecture, j'ai vu que j'avais un 2e titre de l'auteur. J'ai le roman Profession du père, que je vais sûrement lire assez rapidement parce que j'ai beaucoup aimé. Autant la façon d'écrire de Sorge Chalandon, qui peut paraître presque un peu froide parfois, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu à la lecture, c'est que c'était très précis dans la description des sentiments, avec un certain détachement, mais qui ne manquait pas de puissance et d'émotion. C'est ça que je trouve fort, c'est que il arrive à s'écarter un peu, à prendre du recul, sans pour autant perdre en puissance. Et là, je vous parle de choses totalement abstraites sans vous dire de quoi ça parle. Donc on va suivre 2 personnages. Le personnage principal qui va nous raconter cette histoire à la première personne du singulier, et un de ses meilleurs amis, si ce n'est son meilleur ami, Samuel. Samuel qui est un grec qui travaille dans le milieu du théâtre. En fait, on les suit quand ils sont très jeunes à la fac, donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment avec ces jeunes de gauche, presque même anarchistes pour certains, la plupart, qui bloquent la Sorbonne, qui manifestent, qui sont très engagés, qui sont très militants dans leur jeunesse étudiante. Et on va les voir grandir assez vite, hein, bien sûr, mais on va les voir évoluer. Et Sam est devenu metteur en scène au théâtre, et il a l'idée de mettre en scène Antigone de Jean Anouilh, qui a été joué pendant l'occupation en France, pendant l'occupation française. Il a envie de jouer cette Antigone au Liban, qui est le théâtre d'une guerre entre les juifs, les chrétiens
et les musulmans, et en plus les deux, je sais plus comment c'est le terme, et les sunnites et les chiites, enfin voilà, entre les deux genres de musulmans. On voit rien avec le livre de ce côté-là parce qu'il y a du soleil, on va pas s'en plaindre. Hein. Sauf que Sam va malheureusement pas pouvoir mettre en scène cette pièce, et il va demander à son meilleur ami de le faire. Et son meilleur ami, il est marié, il a une fille, il vit à Paris, il a une vie assez rangée, et il se voit mal aller au Liban, en plein milieu de cette guerre, dans un endroit qui est le théâtre dans lequel ils doivent jouer Antigone, qui est totalement au centre des opérations militaires, pour mettre en scène cette pièce, avec en plus des acteurs de religions différentes. Il veut que Antigone soit... j'ai perdu les... Ça m'énerve d'avoir d'avoir perdu les rushs, parce que, en tout cas, chaque personnage vient d'une religion différente. Il y a un chrétien, un juif, des musulmans. Et donc le personnage principal part quand même au Liban. Il va rencontrer les gens, les amis de Samuel qui avaient été choisis pour faire le spectacle. Il va donc apprendre les choses qu'ils se reprochent les uns les autres. On va voir que la religion c'est quand même très futile et que cette guerre, ils arrivent à arrêter de la faire pour jouer la pièce de théâtre, enfin en tout cas pour faire les répètes. Mais dès qu'un mot de trop, la moindre étincelle survient, tout peut repartir à volo. Donc on est vraiment sur... c'est quoi l'expression? On marche sur des œufs? Oui, c'est ça. On marche vraiment sur des œufs tout le long du roman parce que à n'importe quel moment, ça peut craquer. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai trouvé ça fort, parce qu'il y a un détachement, alors que c'est un roman qui est écrit à la première personne du singulier, que au résumé derrière, c'est signé les initiales SC. C'est Georges, je crois qu'il s'appelle Georges, le personnage principal. Et que l'auteur s'appelle Sorge Chalandon. J'ai pas regardé si c'était autobiographique ou pas, si l'auteur a vécu ça lui-même. Ah ouais, c'était super beau, j'ai fini en larmes, vraiment j'ai été détruit. En fait, même avant la fin, j'ai fini en larmes. Ça se voit parce qu'au début, je sais pas si on verra, au début je prenais le temps de plier toutes les pages qui me plaisaient, et à la fin, en fait, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire. Genre, j'ai lu toute la fin, donc de la page 200 à la page 320, les 120 dernières pages, je les ai lues, mais en mode... ivresse de lecture. J'étais dans mon canapé, je me rappelle, c'était le week-end dernier, un samedi ou un dimanche. J'ai lu le bouquin toute la journée, car ça devait être samedi, je crois. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je l'ai commencé le samedi matin et je l'ai terminé le samedi soir. J'étais avec eux, j'avais l'impression d'être au Liban, j'avais l'impression de comprendre que cette guerre a été complètement conne et que la guerre au Moyen-Orient, elle subsiste toujours, que c'est des guerres de territoire pour des choses de religion qui sont totalement vaines, et que pour autant on peut essayer de mettre de la poésie, on peut essayer de mettre du théâtre. C'était très très beau. Si vous aimez le théâtre, mais franchement, même si vous n'êtes pas spécialement un grand fan de théâtre, je pense que c'est une lecture qui peut plaire à tout le monde. Elle est universelle, elle donne envie de s'engager, de militer aussi. Tout le début, moi, le côté militant du début m'a beaucoup plu. C'était une excellente lecture, et franchement Nadia, je comprends à 1000% que tu m'aies recommandé la lecture et qu'en plus tu l'aimes toi aussi. C'est très bien écrit, c'est très intelligent, c'est très intéressant, ça manque pas de réflexion pertinente. Que vous soyez religieux ou pas, hein. Moi-même j'en ai déjà parlé je crois sur la chaîne, je suis toujours chrétien catholique et je vais à la messe assez régulièrement, et pour autant c'est vrai que ça fait poser pas mal de questions sur notre rapport à la religion. Et j'ai l'impression que Nadia, elle a envie que je me pose des questions sur la religion, parce que j'ai commencé cette deuxième recommandation ce matin, qui est Les Caves du Vatican d'André Gide. Et attendez, on va aller au salon, parce que le livre est au salon. J'ai vraiment l'impression d'être un richou quand je vous dis on va aller au salon. Vous avez vu ma salle de bain. J'ai donc commencé Les Caves du Vatican d'André Gide. J'ai lu le premier livre, le roman est composé de 5 livres, donc le premier livre fait une 40aine de pages sur 240. Les Caves du Vatican, alors pour l'instant je peux pas trop vous dire grand chose parce que je sais pas vraiment vers où on va partir, c'est assez nébuleux. Le premier livre s'intitule Antime Armand Dubois, et c'est un personnage qui est, si j'ai bien compris, scientifique, qui a des rats de laboratoire, il habite en Italie, et il est totalement athée. En gros, c'est sa caractérisation principale dans le roman, c'est qu'il est athée. Sauf que va venir chez lui la sœur de sa femme, donc sa belle-sœur, avec son beau-frère et sa nièce, qui sont très dévots, très bigots, et ils vont un peu lui dire que c'est péché de ne pas... Ah non, lui il est pas athée, il est athée franc-maçon. Et il va y avoir une petite joute verbale entre les catholiques et lui, et il va être touché par la grâce de la Vierge Marie, il va se convertir au christianisme, il va être victime d'un miracle ou gracié d'un miracle, je ne sais pas comment vous le dire. Donc voilà, ça c'était le livre premier, les 40 premières pages s'ouvrent sur cette joute verbale, on pose rapidement les personnages. Le second livre s'intitule Julius de Baralioul, qui est son beau-frère. Je vais regarder c'est quoi les autres. Amédée Fleurissoire, ça c'est l'oncle je crois. Le Mille Pattes,
et l'Afcadio. C'est écrit c'est un vocabulaire assez soutenu, des tournures de phrases tout en chantourné. C'est très écrit, ça date de 1914 si mes souvenirs sont bons. Je crois que ça a été publié en 1914. Ça a un siècle, ça se ressent un peu dans l'écriture. C'est désuet. Mais pour l'instant, en vrai, je prends plaisir. Il suffit d'être concentré. C'est sûr que c'est pas le genre de lecture. J'ai essayé de lire pendant midi. C'est le moment où je suis le moins concentré pendant midi parce que c'est l'heure de la sieste. Je dors beaucoup. Et c'est vrai que pendant midi, j'ai pas réussi vraiment à imprimer ce que je lisais. Donc là, en rentrant ce soir, j'ai réussi à lire un peu. Le changement d'heure m'a fait beaucoup de mal hier. Hier, on a changé d'heure. J'ai pas vu la journée passer. La journée est passée en 30 secondes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive à prendre un peu le rythme. Le chat, lui, il comprend pas, hein. Il a faim 1 heure trop tôt. Ma foi, je vais aller me faire à manger et je vais continuer ça ce soir. Et je vais vous en reparler dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire. Bye. Je pense qu'aujourd'hui, le soleil a décidé qu'il ne se lèverait pas parce que il va être 8h du matin et il fait toujours très noir. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai réussi à lire le second livre de André Gide. Je suis très lent à la lecture et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Laissez-moi vous les expliquer. Petit 1, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et c'est des choses que j'ai pas particulièrement envie de faire, qui sont un peu chiantes. Donc du coup, je traînasse au boulot. Et donc, dans mon quotidien, je suis un peu moins enjoué, un peu moins, voilà quoi. Bon, après ça, il suffit juste que je me foute un coup de pied au cul, que je fasse mon boulot et que je reprenne un peu de mordant dans la vie. Mais aussi, petit 2, je n'ai pas eu de vacances depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc ça commence à faire beaucoup. J'avais eu 2 semaines en août parce que je venais de changer de boulot. Et donc je commence à le ressentir. Normalement, je dois avoir 1 semaine de vacances au mois d'avril, il faut que je confirme ça. Et petit 3, c'est parce que la lecture des caves du Vatican me rassasie. Je sais pas, c'est peut-être un peu complètement perché ce que je vais vous dire. Un peu complètement. Mais quand je lis quelques pages des caves du Vatican, j'ai quand même un sentiment de satiété. Là, ce matin, j'ai réussi à enchaîner, je pense, 40-50 pages. Et c'est vraiment le maximum que j'arrive à lire. Après, c'est pas que j'ai plus envie, que je suis dégoûté, que ça ne me plaît pas, etc. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir ma dose. Là où, régulièrement, en temps normal, je lis à peu près 200 pages par jour environ. Parce que j'essaye de me poser au minimum 1 à 2 heures le matin. Là, je n'y arrive pas du tout. C'est comme si j'avais besoin de ressentir la fin du roman, de le lire, et après d'être rassasié et d'en ressentir cette satiété. Là où d'habitude, je suis complètement capable d'enchaîner les pages, d'enchaîner la lecture, de le bouffer du livre. Là, je n'y arrive pas avec celui-ci, mais ce n'est pas un défaut du bouquin. Alors, j'ai lu le 2e livre alors on est avec un personnage qui est en famille avec celui du livre 1, mais pour autant, dans l'histoire, je crois qu'il n'y a rien Enfin, pour l'instant, je ne vois rien de concordant entre les 2 histoires. Donc c'est pour ça que quand j'avais lu que c'était très embrouillé, je pense pas que... En fait, c'est pas embrouillé dans le sens où on comprend rien, c'est embrouillé dans le sens où je pense qu'on est dans une succession de plusieurs petites histoires. L'auteur qualifie ce roman de sotie. En gros, c'est une satire. C'est une pièce comique qui date du Moyen-Âge, mais ça ressemble un peu à ce que nous, on appellerait satire aujourd'hui, sauf que le mot au Moyen-Âge, c'était sotie. C'est ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté vaudevillesque, un petit côté théâtre début 20e, théâtre de boulevard, où les portes claquent, etc., en roman, et c'est assez sympa. Donc là, on est avec un jeune homme qui découvre qui est son père parce que sa mère lui avait caché. Il y a une question d'héritage, un sujet assez banal et classique dans cette littérature, dans ce genre-là. Voilà, donc je vous reviendrai vous voir quand j'aurai avancé dans le livre 3. Et je vous dis à bientôt. J'ai terminé Les caves du Vatican d'André Gide dans cette magnifique édition qui au final était pas si horrible que ça à la lecture, donc j'étais plutôt content de l'avoir. J'ai bien aimé, franchement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu les deux derniers livres, les 2 dernières parties du roman assez rapidement. C'est très intelligent parce que c'est un bouquin qui en fait déjoue plein de codes. De ce que j'ai cru comprendre, André Gide n'était pas un grand fan du genre du roman, de l'exercice d'écrire un roman. Et il emprunte à plusieurs genres. Ça me rappelle un peu, alors je ne l'ai pas terminé, hein, mais j'ai lu le début de Ulysse de James Joyce. Et c'est vrai que par certains points, ça me rappelle un peu le Ulysse de James Joyce parce que là il y a 5 livres, donc en gros 5 grosses parties. Et ces 5 grosses parties empruntent un peu à un genre différent à chaque fois. On retrouve bien sûr le comique, le boulevard, le genre de presque du théâtre avec je vous l'avais déjà dit, hein, du vaudeville, des portes qui claquent, des répliques qui fusent. On retrouve un peu aussi une parodie de romans policiers. Ça c'est un peu en filigrane tout au long du texte parce que on est dans une espèce d'enquête où les francs-maçons contre les catholiques se tirent la bourre un peu. Une espèce de secte dit qu'ils ont
capturé le pape et que donc du coup le pape se trouve dans les caves du Vatican et qu'on a positionné un faux pape sur le trône de la papauté. Donc on a une famille, en gros tous les personnages sont un peu plus ou moins en lien et cette famille se retrouve embrigadée à divers échelons, à diverses échelles dans cette histoire de faux pape, entre ceux qui donnent de l'argent, ceux qui essayent de se rendre en Italie pour résoudre l'enquête. Et à côté de ça, il y a quand même des réflexions très intéressantes, très intelligentes sur la liberté, principalement sur le prix de la liberté. On est encore une fois avec un personnage sur, j'en ai déjà parlé dans des romans, mais sur ces moments où tout bascule, où tout se joue sur un grain de folie. Et est-ce qu'on est en pleine possession de ses moyens à ce moment-là? Est-ce qu'on est coupable quand tout se joue sur ce petit basculement? Parce qu'un des personnages va avoir un acte fou dans la 4e partie, je crois. Et c'est un peu toute la conclusion du roman qui tourne autour de cet acte. Est-ce que je suis libre de moi-même? Est-ce que je suis moi-même dans ces moments-là? Et quelles sont les conséquences sur cet acte gratuit que j'ai fait un peu comme ça, sur un coup de tête? Bref, j'ai bien aimé. C'est vrai que par moments, c'est un peu fouillé, un peu embrouillé. Désolé, je suis dans mon lit, c'est pas très pratique. En fait, je suis pas très bien installé. André Gide s'amuse à nous perdre. André Gide s'amuse à nous balancer plein d'infos, plein de détails pas du tout importants. Des arbres généalogiques très 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 grands, très 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 longs, qu'il faut savoir occulter parfois en fait, et se laisser porter avec le personnage avec qui on est dans la partie qu'on est en train de lire. Donc j'ai plutôt bien aimé et je suis content d'avoir découvert André Gide. Je pense lire peut-être un jour Les Faux Monnayeurs, que je n'ai pas, mais que je vois souvent en boîte à livres ou en bouquinerie, donc à l'occasion j'achèterai peut-être Les Faux Monnayeurs. C'est pas prévu pour l'instant car j'ai déjà beaucoup de livres à lire, mais celui-ci en faisait partie. Et le dernier roman donc, que Nadia m'a recommandé, que je n'avais pas en physique, donc que j'ai pris sur ma liseuse, je vous l'affiche ici, c'est Le Loup des Steppes de Hermann Hesse, qui est aussi un roman assez classique et assez vieux. Le Loup des Steppes, c'est 1927. Je ne connaissais pas du tout ce roman. Vraiment, quand Nadia m'en a parlé, je n'avais aucune idée. D'ailleurs, à tel point que quand elle m'en a parlé, qu'elle m'a dit j'aimerais bien que tu lises ce roman-là, je me suis dit putain, elle m'a filé du nature writing. J'avais l'impression que c'était un bouquin de Sylvain Tesson. Finalement, c'est pas du tout ça. C'est un roman sur un homme qui se caractérise comme un loup des steppes, car il est très solitaire, très autonome, il vit sa vie un peu seul. J'ai lu les 3 premiers chapitres, et ce que je dois dire, c'est qu'encore une fois, on est dans un livre assez protéiforme, parce que le premier chapitre, qui est considéré comme un prologue, en fait, on nous dit que c'est un prologue, mais on est déjà dans le texte, on est déjà dans le roman. Ça paraît comme du paratexte, ça paraît comme quelque chose qui est en dehors du roman, mais ça fait partie du roman. Et ça déjà, je trouve ça assez cool et assez intelligent. Donc ce prologue qui s'intitule Prologue de l'éditeur, on se rend très vite compte au bout de 5-10 pages que c'est le roman. C'est un homme qui nous raconte qu'un jour, quelqu'un a toqué à la porte de sa tante, qui est logeuse, pour avoir une chambre. Et que donc, il nous décrit un homme, le loup des steppes, qui arrive chez sa tante, qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui demande à loger dans la chambre qui est allouée. Le deuxième chapitre, c'est cet homme, ce loup des steppes, qui prend la parole à la première personne du singulier et qui nous raconte très brièvement, très succinctement, qui il est, pourquoi il toque à cette porte-là et comment il en arrive ici. Le deuxième chapitre, qui est en fait le 3e chapitre, c'est une lettre que le loup des steppes est en train de lire, je crois. Une lettre, enfin c'est un écrit dans l'écrit. Donc vous voyez, on est déjà vraiment dans ce jeu entre plusieurs degrés de récit, parce qu'il y a le paratexte qui n'en est pas, il y a un récit dans le récit, avec ce texte second que nous lit le personnage principal qui est le loup des steppes. C'est un roman qui a l'air d'être assez imbriqué et qui en même temps a l'air de soulever pas mal de questions assez intéressantes, notamment sur la notion de lutte de classe, parce qu'il est beaucoup question de bourgeoisie, il y a une phrase, attendez, je l'ai noté d'ailleurs sur mon Discord, d'ailleurs vous pouvez nous rejoindre toujours sur Discord, car plus on est de fous, plus on rit, et on a créé avec les copains du Discord un channel où on note les citations qui nous plaisent dans nos lectures. Et comme ça, c'est pratique parce que ça me permet de les retrouver. C'est donc au chapitre 1 que le personnage principal prend la parole. Rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable. Donc on est vraiment avec quelqu'un qui est anti-bourgeoisie, noblesse, notion de classe, etc. Pour l'instant, j'ai lu que 3 chapitres, ce sont des chapitres courts d'environ 15-20 pages, le roman fait 250 pages. Vous reviendrez dès que j'aurai quelque chose d'autre à vous dire, mais que cette lecture va me plaire énormément, et je pense que Nadia a fait un très bon choix de lecture. Et sinon, aucun rapport, mais je l'ai sous les yeux, regardez, moi cette beauté. Chez Action, j'ai trouvé cette collection de puzzles de Bob Ross, je sais pas si vous connaissez Bob Ross, c'est un homme qui faisait, je pense dans les années 90, des émissions télé, que l'on peut toujours trouver sur YouTube, je crois qu'elles sont toutes uploadées sur YouTube, où il apprenait à faire ce genre de peinture
ma foi, assez kitsch, mais enfin, avec lui, ça paraissait très simple. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai ici une vidéo. T'as l'impression qu'en 3 coups de cuillère à pinceau, non, 3 coups de cuillère à peau, un coup de pinceau, le paysage était peint. Bref, j'adore les puzzles, et j'ai trouvé ce paysage kitschissime de la collection Bob Ross pour 3,99 €. Je sais pas si vous verrez, il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je pense que c'est un puzzle qui va être assez compliqué à faire parce que il y a quand même beaucoup de blanc et de bleu. J'adore Bob Ross. Vraiment, pendant un temps, je regardais ses vidéos pour m'endormir car il a une voix hyper douce. Et il te parle de son tableau, de comment il peint, de tout ça, avec sa voix fluide et douce et toute... Ah, c'est de la ASMR pour les oreilles. On se retrouve quand j'ai avancé dans la lecture et je vous fais un bisou. J'ai avancé dans ma lecture du Loup des Steppes et je suis obligé de prendre une bière parce que j'ai pas d'absinthe, ça aurait été mieux. Mais parce que c'est vraiment une lecture, vous voyez, qui est un peu méta. C'est très méta, le Loup des Steppes. Et je crois que je vous avais dit... J'ai plus de batterie, c'est pas vrai. Et donc je suis à 83% du Loup des Steppes, il me reste plus que 30 pages. J'étais très emballé au tout début parce que je vous ai dit, ça alterne les genres. Et le récit dans le récit, le texte dans le texte, qui s'appelle en fait le traité du Loup des Steppes. En gros, le personnage principal, donc comment il s'appelle, Harry, lit un livre, donc un traité sur le Loup des Steppes, qui raconte sa propre vie, mais dont ce n'est pas lui l'auteur. En fait, on ne sait pas qui a écrit ce traité sur le Loup des Steppes. Et Harry tombe dessus et lit ce traité qui fait une trentaine de pages. Et après, on a 130 pages de carnet de Harry Haller, du personnage principal, qui raconte sa vie en tant que... Alors, c'est un vieil homme. On sait qu'il est vieux. Je ne suis pas sûr qu'on donne vraiment son âge. Enfin, au moins une cinquantaine d'années. Qui se retrouve un peu... Alors, il exècre le bourgeois. Il exècre la bourgeoisie. Et pourtant, il le reconnaît lui-même avoir une tempérance bourgeoise, un retrait un peu bourgeois, une certaine hauteur un peu... Je dirais hauteur ou hautain, je sais pas trop. Donc ça, il reconnaît cette partie et il fait des rencontres, que ce soit Hermine, Maria, Pablo, qui essayent de le débourgeoiser, de le désembourgeoiser. Et c'est là qu'il est vraiment entre ces deux mondes, entre ces deux atmosphères, entre ces deux classes. Ça reste quand même très bourgeois parce que même les soirées un peu plus open que lui font vivre Maria, Pablo, Hermine, etc. sont des soirées qui, moi, me paraissent quand même très bourgeoises. On est dans des bals masqués, où on se regarde, où... Il y a quand même une part de presque surréalisme fantastique. On sait pas trop, dans un monde très onirique, mais aussi bercé d'opium et d'absinthe, d'où le fait que c'est un peu fantastique. C'est un peu plus lourd à lire, surtout le traité. Le traité était très lourd à lire, et certains passages le sont également quand on nous parle... peut-être de choses un peu plus philosophiques qui, moi, me touchent moins. Et là, on revient à un texte un peu plus classique vers la fin, où on est vraiment dans du récit, de la narration un plus simple, moins sur 12 000 degrés. Et c'est vrai que je reprends un peu plus goût à cette lecture. En vrai, c'est une très bonne lecture. J'ai juste été un peu largué parfois. Pour autant, j'aime beaucoup ce que je lis, on s'attache. Et il y a presque des notions... Alors, je vais pas dire de transidentité, car on va pas jusque-là, mais un jeu de genre. Un jeu de genre avec un personnage, justement, qui s'appelle tantôt Herman, tantôt Hermine, qui est tantôt femme, tantôt homme. Et en fait, on ne sait même pas si ce personnage est vraiment réel, parce que... Enfin, si, il existe, mais il y a voilà, toujours cette notion de flou artistique dans la lecture du roman, surtout sur certains passages. Et une notion... Alors, on parle pas de folie, parce que souvent, c'est à une époque où le mot fou était beaucoup plus employé qu'aujourd'hui. On parle des insensés, on vient presque à théoriser ce qu'est être un insensé. Alors sans dire que c'est une personne qui est malade psychologiquement, non, justement, c'est quelqu'un qui est plutôt apte, plutôt valide, je crois que c'est le mot. Mais on catégorise ces insensés, et il y a des soirées pour les insensés. On n'est pas dans l'homosexualité, car on pourrait croire que c'est une façon détournée de parler d'homosexualité, ou alors une façon détournée de parler, comme je vous le disais, de maladie mentale. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est une catégorie de personnes qui sont un peu hors du temps, un peu hors des classes, hors des sentiers battus, et dont notre personnage principal, Harry, fait peut-être partie des insensés. Donc là, on est dans ce bal masqué, où il tombe un peu dans un espèce de toboggan, limite du Alice au Pays des Merveilles, où il arrive dans une pièce où des hommes se battent contre des machines, des hommes se battent contre des murs, des voitures. On voit très bien la notion de lutte de classe avec ce passage. Je vais lire les 30 dernières pages, puis je vous ferai une conclusion de vlog, sûrement ce soir.
Je crois que je vais clôturer cette vidéo debout car j'ai la flemme d'installer mieux que ça. Et là, vous êtes posé sur la fenêtre. C'est parfait. Et alors, je crois que je vous avais parlé d'une certaine nébulosité, vaporosité. Enfin voilà, d'un espèce de miasme, mélange dans le roman. Assez fantastique. Et alors, vers la fin, ça devient totalement psychédélique. C'est en même temps super moderne, je pense, pour l'époque. Ça a dû être écrit, je vous l'ai dit en début de vlog, 1927, je crois. Parce qu'on est avec cet homme qui arrive dans un espèce d'endroit où il y a des lettres lumineuses qui s'affichent, qui lui indiquent le chemin. On se croirait presque dans un espèce de dessin animé, un peu à la Tom et Jerry, où on est avec un mec qui se balade dans un espèce de lieu imaginaire, vraiment hors du temps, où on lui indique le chemin avec ses notes lumineuses, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça complètement barré, et en même temps très intelligent parce que c'est pas uniquement fait pour déstabiliser le lecteur, il y a quand même un but derrière cette façon de raconter les choses. Et ça en fait que j'ai beaucoup plus aimé la fin. J'ai beaucoup aimé le début et la fin. Vers le milieu, j'ai été un peu perdu à un moment. J'ai parlé un peu avec Nadia hier, justement, et elle m'a dit que ça faisait partie de ses 10 meilleures lectures de sa vie. Moi, je pense pas que j'irai jusque-là. J'ai quand même surligné 2-3 passages que j'ai notés dans un carnet, que j'ai mis sur mon Discord, que vous pouvez rejoindre. D'ailleurs, je crois que je vous ai déjà dit ça dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai vraiment beaucoup aimé les réflexions qu'il faisait, surtout sur la liberté, la bourgeoisie, et cette espèce de monde entre deux, enfin, l'interstice dans lequel on peut se trouver, dans lequel j'ai l'impression moi-même de me trouver parfois entre une classe peut-être un peu plus, pas forcément ouvrière, mais une classe moyenne, une classe qui fait la fête mais qui n'a pas grand-chose, mais qui en même temps ne veut pas faire partie de la classe ouvrière. Et déjà là, il y a une espèce de rapport de force entre on veut pas être tout en bas, mais on n'est pas non plus le haut du panier. Et lui, c'est plutôt entre cette classe moyenne et cette classe bourgeoise. Mais voilà, c'est vraiment cet endroit entre les deux qu'il essaye de matérialiser, en fait, de donner vie, d'écrire et de décrire. Et aussi cette dualité dans le personnage entre l'homme et le loup des steppes. Et est-ce que l'homme fait partie d'une classe et le loup des steppes de l'autre? Est-ce que c'est possible même d'être entre les deux, d'être les deux? Enfin, c'était super intéressant, et plus j'y pense, plus je trouve ça intéressant. Deviendrai-je quelqu'un d'érudit? Non, je ne pense pas. Ça se trouve, j'ai raconté bien de la merde sur ce roman. En tout cas, moi, il m'a plu, c'est comme ça que je l'ai pensé et que je l'ai vécu. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai dit une connerie au début du vlog, j'ai dit que Nadia lisait 3 femmes, et en fait non, elle ne lit pas du tout Lola Lafont, elle lit Laurent Mauvigné, qui est tout aussi bon, et elle lit Des Hommes de Laurent Mauvigné, qui est le roman qui parle du retour des soldats de la guerre d'Algérie, que j'avais beaucoup aimé il y a de ça 1 an ou 2. J'ai très hâte de voir la vidéo de Nadia, parce que on a un peu échangé au courant de nos lectures, vous l'avez vu, moi j'ai quand même plutôt bien aimé, si ce n'est adoré, les 3 livres. Elle, je crois que ça s'est très bien passé avec Just Kids, et également c'est bien passé avec Chantal Thomas. Donc voilà, on a su... En fait, je pense qu'on a des goûts quand même assez similaires, elle et moi, et c'est chouette de se partager des lectures qu'on a aimées, parce que vu qu'on sait plus ou moins qu'on aime les mêmes choses, c'est cool de faire partager les coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres, ça c'est sûr, alors que ce soit avec Augustin Trapenard ou avec Nadia, dans les 2 cas c'était très cool. Le seul truc c'est que j'aurais bien aimé échanger avec Augustin comme je l'ai échangé avec Nadia, car c'était cool de pouvoir parler un peu avec Nadia. Mais bon, Augustin peut-être un jour me répondra et me verra, il m'a déjà répondu à un DM une fois. Mon cœur a manqué un battement ce jour-là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.